Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de DevCafé, votre émission qui résume les principaux faits marquants autour du mobile. Et j'avais d'ailleurs oublié de vous le demander hier, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quelles sont vos bonnes résolutions pour cette année 2023. Alors bon, de mon côté, je vous l'avais déjà dit, mais c'est de mettre l'accent sur Rust. Mais bon, on retourne à DevCafé et aujourd'hui on va s'intéresser à des sujets plutôt variés, parce que ça va aller des notifications sur Facebook à du Fuchsia ou encore à des améliorations autour de React Native. Alors comme certains le diraient, ça fait un beau programme éclectique. Et je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble tout de suite. On commence par un sujet franco-français puisque c'est autour de la carte vitale, et on a beau être en 2023, mais il faut toujours avoir la carte sur soi si on va chez le médecin ou encore dans une pharmacie pour se faire rembourser rapidement. Mais depuis l'été dernier, 8 caisses dont les Alpes-Maritimes, le Bas-Rhin et la Seine-Maritime participent à un pilote pour dématérialiser cette fameuse carte. Alors ça se présente sous la forme d'une application pour les téléphones qui pourra à terme intégrer aussi les données des mutuelles. Alors côté praticien, elle peut être utilisée soit en lisant un QR code, soit avec un lecteur NFC, mais ça c'est uniquement sur Android. Et d'ailleurs, je vous laisse voir la belle faute avec Android écrit avec un beau tréma sur le site de l'assurance maladie. Mais bon bref, le pilote semble s'être plutôt bien passé puisque à la fin décembre, un décret a été publié pour généraliser son déploiement. Alors de son côté, la CNIL s'est montrée plutôt favorable si ce n'est sur l'utilisation des données biométriques pour vérifier l'identité, puisqu'ils aimeraient que la conservation soit limitée à 96 heures. Du coup, avec le décret et le quasi-feu vert de la CNIL, on peut assez logiquement estimer que la carte devrait être dématérialisée dès cette année, en tout cas sur le papier, car bon, l'administration française a une réputation à honorer. Bon, ok, j'exagère peut-être un tout petit peu. On poursuit du côté de Fuchsia, qui est un des multiples systèmes que Google maintient en plus d'Android et de Chrome OS, mais aussi des distributions Linux qu'ils utilisent en interne. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, depuis que je fais du Flutter, c'est-à-dire à peu près 4 ans, c'est un peu l'éléphant en plein milieu de la pièce, mais personne ne sait quoi en faire. Mais bon, dans les faits, le système est désormais utilisé sur les enceintes connectées de Google, c'est-à-dire les Nest Hub, et ça devrait arriver sur les enceintes uniquement audio Nest cette année, selon les rumeurs. Mais bon, mis à part ça, il n'y a rien de très concret sur un projet où on sait qu'il y a pourtant des centaines d'ingénieurs qui semblent y travailler dessus. En tout cas, au niveau des applications, Google sait très bien que pour qu'un système puisse décoller, il faut des applications. Le fameux developers de Microsoft. Et c'est pour ça qu'une compatibilité avec les applications Android et Linux a été mise en place, un peu comme sur Chrome OS, en utilisant des machines virtuelles. Mais bon, ça a quand même un énorme inconvénient, c'est que émuler un système, c'est loin d'être le plus optimal. Et c'est pour cette raison qu'il y a en parallèle le projet Starnix qui vise à les lancer directement sur Fuchsia sans avoir besoin de machines virtuelles. Mais bon, utiliser les applications des systèmes tiers, ça va tenir qu'un temps car il faut ensuite qu'un écosystème se crée. Et finalement, le fait que Flutter soit utilisé, d'ailleurs, ça devrait pas mal aider. Et 9to5 Google a remarqué un commit intéressant qui évoque un SDK Bootcamp qui avait lieu le mois dernier. Et ça se présente sous la forme d'un tuto que vous pouvez d'ailleurs faire car il est public. Et ça passe par une extension pour VS Code. Alors vous allez notamment voir comment lancer l'émulateur et faire tourner le Hello World en C++, et selon les stats du plugin VS Code, il a quand même été téléchargé plus de 500 fois, ce qui montre un certain intérêt, et pas uniquement au sein de Google. Bon, maintenant reste à savoir quelles vont être les prochaines étapes, car bon, c'est toujours difficile de voir quel est vraiment le rôle de Fuchsia, quand on sait qu'il y a déjà Android et Chrome OS qui sont déjà très bien connus du grand public. Et je pense d'ailleurs qu'on peut le voir comme une certaine roue de secours au cas où les régulateurs taperaient un tout petit peu trop fort sur Android. Bref, comme j'ai tendance à vous le dire, suite au prochain épisode. On poursuit avec les notifications et un article de méta sur le sujet. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un article qui incite à moins en envoyer. Alors bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré que les notifications permettaient d'une manière générale de garder, voire même d'accroître la fidélité des utilisateurs, car ça les incite à ouvrir régulièrement l'application. Mais typiquement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de notifications de Facebook, et au contraire, je l'utilise moins à cause de ça. Et c'est pour cette raison que les chercheurs de Meta ont justement essayé de déterminer quelle était la bonne fréquence pour envoyer les notifications. Alors contrairement aux autres études, ils n'ont pas voulu regarder sur une petite période de temps, car on connaît déjà les résultats, à savoir une augmentation puis une baisse de l'audience. Mais par contre, si on regarde sur le plus long terme, un an dans leur cas, on se rend compte qu'au contraire, les utilisateurs reviennent plus tard et sont même encore plus actifs qu'auparavant. Alors concrètement, ils ont fait un comparatif en donnant une note de 1 à 5 sur la pertinence des notifications, et sur leur échantillon, où il y avait des notes de 4 et 5 qui étaient utilisées, les utilisateurs ont eu tendance à utiliser l'application un tout petit peu moins sur le long terme. En revanche, ceux qui ont reçu celle de 5, forcément au début ils l'ont moins utilisée, mais ensuite ils se sont révélés être même plus actifs comme je vous l'ai expliqué précédemment. Du coup, ce qu'il faut en retenir ici, c'est qu'il est important de fournir uniquement des notifications pertinentes et en nombre limité,
Et le deuxième enseignement, c'est que pour les tests, il faut autant que possible regarder sur des périodes longues, car les résultats peuvent être totalement différents. Après ces 3 sujets assez conséquents, on va quand même prendre quelques instants pour s'intéresser aux actus en bref, et d'ailleurs non, .NET MAUI n'est pas tout à fait mort. On commence par Tim Sweeney, le fondateur et actuel CEO d'Epic Games, qui a tweeté juste avant le passage à la nouvelle année que ce serait l'année d'iOS. S'agit-il du retour de Fortnite sur l'App Store ou de l'arrivée de l'Epic Games Store sur la plateforme d'Apple? Les paris sont désormais ouverts. Sur un chapitre connexe ou non, Tim Cook s'est récemment déplacé au Japon pour notamment féliciter Sony dont les capteurs photos sont utilisés dans les iPhones. Mais il en a surtout profité pour rendre visite au Premier ministre pour lui vanter les besoins en matière de sécurité et de vie privée. Implicitement, il veut éviter le même sort qu'en Europe, à savoir éviter les App Store alternatifs et le sideloading. Bref, du lobbying à grande échelle. Ensuite, inutile de vous présenter OpenCV dont 2 versions majeures sont sorties en 2022, l'une en juin et l'autre fin décembre. Les nouveautés et améliorations sur cette dernière sont nombreuses comme le support de FFmpeg5, CUDA12, l'amélioration de la détection des QR codes, le support de l'algorithme de Stack Blur et bien d'autres. Ensuite, vous pensiez .NET MAUI mort et enterré? Pourtant, la société Syncfusion, connue pour améliorer les outils de Microsoft, va poursuivre son investissement en ajoutant de nombreux composants graphiques avec une roadmap sur les 4 trimestres de l'année. Toujours en restant dans l'univers Microsoft, cet article s'amuse de certains passages de code dans .NET 7 qui ont quelques petites typos. Je vous en affiche en florilège, mais quoi qu'il en soit, inutile de se moquer car l'erreur reste bien humaine. Lors du mois de décembre avait lieu l'Advent of Code où les différents challenges ont été réalisés dans des langages et frameworks variés. Mais certains sont allés encore plus loin, comme Ben Visness qui s'est mis en tête de le réaliser avec Dreams, un jeu permettant de créer d'autres jeux depuis sa PS4 ou PS5, une sorte de gros bac à sable. Absolument pas prévu pour ce type de challenge, il a quand même réussi à répondre à toutes les énigmes. Et enfin, toujours sur l'aspect jeu vidéo, la Chine est une véritable forteresse pour les éditeurs étrangers, car aucun jeu n'avait été autorisé au cours des 18 derniers mois. Toutefois, fin décembre, 44 nouveaux jeux ont été autorisés, dans Pokémon Unite de Nintendo ou encore Valorant. 7 titres sud-coréens font aussi partie de cette liste, sachant qu'aucun contenu de l'archipel n'avait été validé depuis 2017. On reprend en douceur, ou plutôt avec un beau crash sur Android Auto. Bon, ok, il y a un petit jeu de mots là derrière, puisque un nombre croissant d'utilisateurs se plaignent que le système plante dès qu'on évoque la commande pour lancer l'assistant Google, le fameux OK quelque chose. Et d'ailleurs, Google a indiqué mi-décembre travailler sur la résolution du bug, mais il n'y a toujours aucune nouvelle depuis, comme quoi finalement l'aspect fermé d'Android, ça n'a pas que du bon. Retour au développement pour ce 5e sujet, avec une techno d'ailleurs dont je vous parle un peu trop rarement, à savoir React Native. Alors dans l'idée, il y a React Native et React Native Web qui permettent d'avoir une base de code commune pour faire à la fois du web et des applis mobiles. Mais dans les faits, le paradigme de une seule base de code, c'est pas forcément si vrai. Et c'est justement ici que rentre en compte Tamagui qui est découpé en 3 parties, Core qui est un système de style qui vient se placer au-dessus de React Native et React Native Web. Encore au-dessus, on retrouve Tamagui qui apporte des composants graphiques communs entre les deux systèmes. Et enfin, il y a Static qui vient optimiser l'étape de compilation, que ce soit avec Core ou Tamagui. Alors au final, le tout permet de partager beaucoup plus de code, mais surtout de ne pas sacrifier les performances, puisque même les optimisations sont meilleures. Et ils ont par exemple un système de CSS embarqué dans le JS qui permet de transférer les styles inlines directement dans la logique du code. Et d'ailleurs, ça se confirme avec Lighthouse, avec des gains de l'ordre de 10 à 20%, et par conséquent, du coup, si vous faites du React Native à la fois pour le mobile et pour le web, je vous invite vraiment à aller jeter un œil donc sur Tamagui. Et juste avant de finir, j'avais mis de côté ce Gist de côté pendant mes vacances car c'est un développeur web qui se plaint du date picker sur Safari. Alors bon, d'une manière générale, pour choisir une date proche, on va dire que c'est relativement simple. Par contre, pour une date de naissance, ça devient beaucoup plus complexe, notamment auprès des personnes âgées qui comprennent pas qu'il faut cliquer ici sur décembre 2022 pour changer l'année. Et dans ce Gist, le développeur explique finalement être passé à 3 champs différents, avec la liste des mois avec les 12 options en dur, puis le jour et l'année avec la saisie classique avec des nombres. Mais si vous voulez justement vous parler de ce sujet, c'était plutôt pour vous rediriger vers le design system du gouvernement anglais, qui est super intéressant, puisqu'ils expliquent champ par champ comment s'y prendre. Alors ça peut être comment demander un mot de passe, le numéro de sécurité sociale, les informations bancaires, et plein d'autres éléments. Et l'idée c'est que les conseils sont valables autant sur le web que sur le mobile, du coup n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne savez pas comment les implémenter dans vos formulaires, car vraiment, c'est une vraie mine d'or.
Et enfin, pour l'outil du jour, pour développer, c'est quand même préférable de passer par des polices dites monospace, comme ça chaque caractère a la même largeur et ça permet de mieux se repérer, un peu comme si on était dans une grille. Et d'ailleurs, GitHub a sorti 2 polices récemment, Mona 100 et Ubo 100, et JetBrains a fait pareil aussi avec JetBrains Mono. Mais dans tous ces exemples, ce sont des polices qui arrivent telles quelles et vous ne pouvez pas du tout les modifier. Et l'idée de la police input que vous voyez, non seulement elle est de type monospace, elle est donc parfaitement optimisée pour le développement, mais surtout vous allez pouvoir la modifier entièrement en la personnalisant, par exemple avec la largeur, le poids ou le weight, ou encore la hauteur des lignes. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça c'est gratuit, donc autant en profiter. D'ailleurs, si vous utilisez déjà des polices en dehors de celles qui sont connues, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, histoire de les faire découvrir à tout le monde. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir en ce mardi. Comme d'habitude, juste avant de se quitter, n'oubliez pas le petit like. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a maintenant un Patreon qui est écrit juste en dessous de moi. Mais bon, je vous en dirai plus dans les prochains jours. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, et donc rendez-vous même heure et même endroit dès demain matin.